L'air humide de Virginie sentait encore les fleurs de magnolia, quand 8 des plus riches propriétaires de plantations du comté de Henriot se sont réunis au domaine de Willowbrook, le soir du 15 septembre 1847. À l'aube, les 8 hommes étaient tous morts, leurs corps tordus de douleur, de la mousse séchée autour des lèvres, leurs derniers cris résonnant dans la grande salle à manger où ils venaient justement de louer le dessert le plus exquis qu'ils aient jamais goûté. Pendant plus de 150 ans, les historiens locaux ont enterré la vérité à ce sujet. La nuit, tout le monde pensait que c'était juste un cas tragique d'intoxication alimentaire. Mais des documents récemment découverts aux archives d'État de Virginie révèlent une réalité bien plus sombre. Un acte de vengeance prémédité, orchestré par une femme dont les talents culinaires cachaient l'un des plans de meurtre les plus méthodiques de l'histoire américaine. Cette femme, c'était Judith Henley, une esclave de 32 ans dont le don exceptionnel pour préparer. Des desserts délicieux dissimulaient une connaissance approfondie des plantes indigènes les plus mortelles de Virginie avant. De continuer avec l'histoire de Judith Henley. Et la nuit qui a changé à jamais le comté de Henriot, assure-toi de t'abonner à notre chaîne et dis-nous en commentaire de quel état tu nous écoutes. On adore papoter avec d'autres passionnés de mystère à travers les États-Unis. Ce qui a poussé cette femme talentueuse à transformer son don en un outil de mort. On ne l'a vraiment compris qu'en 1994, quand son journal secret a été découvert, bien caché dans les murs d'une cabane d'esclaves abandonnée. Pendant presque un siècle et demi, dans les années 1840, le comté de Henriot représentait le summum de l'aristocratie des plantations en Virginie, avec d'immenses champs de tabac à perte de vue et de somptueux domaines qui montraient la richesse bâtie sur l'esclavage. La terre fertile de la région en faisait l'un des coins les plus prospères du Sud, attirant des planteurs fortunés qui rivalisaient non seulement dans les récoltes, mais aussi dans la grandeur de leurs fêtes et le raffinement de leurs repas. Parmi ces domaines, Willowbrook était sans doute le plus impressionnant. Propriété du colonel Edmund Carrington, un planteur de 3e génération dont le domaine de 3000 acres abritait plus de 200 esclaves. La famille Carrington avait fait fortune grâce à une combinaison de culture du tabac et de commerce d'esclaves, le père d'Edmund ayant créé l'un des marchés d'esclaves les plus lucratifs de Virginie, à Richmond. En 1847, le colonel Carrington avait étendu les affaires familiales, devenant une figure clé du commerce inter-État des esclaves qui séparait des milliers de personnes. Les familles, avec le boom du coton, avaient de plus en plus besoin de travailleurs pour les plantations du Deep South. Son influence allait bien au-delà de sa propre propriété. Il siégeait au conseil du comté, détenait des parts dans 3 banques locales et échangeait des lettres avec des politiciens de Richmond et Washington, ceux qui façonnaient les politiques permettant au système des plantations de prospérer. Dans ce monde de luxe bâti sur la souffrance, Judith Henley occupait une place à part. Née sur la plantation en 1815, elle avait été formée dès son enfance aux arts culinaires par sa mère Sarah, qui a été la chef cuisinière jusqu'à sa mort en 1835. Judith avait un palais exceptionnel et un instinct pour les saveurs qui rendait ses créations légendaires dans tout le comté. Les femmes des plantations lui demandaient ses recettes, et les invités du dîner ne tarissaient pas d'éloges sur le colonel Carrington d'avoir engagé une cuisinière aussi douée. Ses spécialités étaient les tartes aux fruits délicates, les gâteaux de mariage élaborés qui faisaient 1 mètre de haut, et surtout ces fameux gâteaux au miel parfumés aux herbes sauvages qu'elle se ressaisit au milieu des bois environnants. Mais les talents de Judith allaient bien au-delà de la cuisine. Quand elle était gamine, elle avait noué une amitié improbable avec Ayanna, une vieille Cherokee qui bossait comme couturière dans une plantation voisine. Même si c'était risqué, vu que les relations entre les esclaves et les Amérindiens étaient sévèrement surveillées et souvent punies. Judith profitait de ces moments libres pour filer apprendre auprès d'Ayanna. Cette Cherokee-là, qui elle-même, les gens qui avaient été déplacés de force, pendant la piste des larmes en 1838, trouvaient du réconfort en transmettant leur savoir, ancestral à quelqu'un qui comprenait la douleur de l'oppression. Grâce à Ayanna, Judith a appris à reconnaître des dizaines de plantes natives de Virginie,
comprenant non seulement leurs vertus nutritionnelles et médicinales, mais aussi leurs usages plus dangereux. Elle a découvert quels champignons pouvaient provoquer des hallucinations vives, quelles racines pouvaient causer la paralysie, et quelles fleurs, apparemment innocentes, contenaient des composés capables de arrêter un cœur humain. Ayana lui a appris ce qui a suivi, c'est un spectacle de brutalité, qui montrait bien à quel point il était dangereux. Une leçon pour tous ceux qui ont assisté à ça, un rappel que même les enfants n'étaient pas à l'abri du pouvoir absolu que les hommes blancs détenaient dans ce monde. Thomas, à peine âgé de 2 ans, était tenu par les chevilles pendant que Hartwell le frappait à plusieurs reprises avec sa cravache, le cuir lui laissant de profondes marques sur le dos et les jambes. Rebecca, qui essayait de protéger son frère, a eu encore pire. Hartwell l'a fait attacher à un poteau de clôture et lui a infligé 20 coups de fouet. Chaque coup déchirait sa peau, sa robe fine déchirée, la peau à vif. Le bruit du fouet fendait l'air, suivi du claquement humide du cuir contre la peau, créant un rythme d'horreur qui allait hanter Judith pendant des mois. Mais la torture physique n'était que le début. Tandis que Judith avançait en hurlant, suppliant qu'on arrête, le colonel Carrington lui-même fit son apparition. Au lieu d'intervenir, il regardait avec une froide satisfaction, hochant parfois la tête en signe d'approbation à chaque coup particulièrement cruel. Grève. Quand Judith est tombée à genoux, suppliant pour la vie de ses enfants, la réaction de Carrington a révélé la cruauté calculée qui se cachait sous son air gentil. Ces gamins doivent apprendre la discipline, a-t-il dit d'une voix détachée, comme s'il parlait de la météo. Mais peut-être qu'ils sont trop à l'aise ici, à Willowbrook. Peut-être qu'ils doivent comprendre ce que le vrai monde réserve aux esclaves désobéissants. La menace était claire. Carrington envisageait de vendre les enfants, un destin qui allait les séparer à jamais de leurs parents et les condamner, probablement à des conditions encore pires dans les plantations de coton du Deep South. La traite des esclaves était devenue de plus en plus cruelle à mesure que la demande augmentait, et les enfants étaient souvent vus comme de futurs investissements plutôt que comme des êtres humains méritant un minimum de soins. Samuel, le mari de Judith, a essayé d'intervenir, proposant de prendre lui-même la punition si les enfants étaient épargnés. En récompense, Hartwell l'a passé à tabac, le laissant inconscient dans la poussière, le sang s'écoulant sous lui. La tête, là où la botte du surveillant avait frappé son crâne, encore et encore. Le message était clair. Dans ce monde, les esclaves n'avaient aucun droit, aucune protection, aucun recours quand les hommes blancs décidaient de faire souffrir. La battue a duré presque 1 heure. Quand ça s'est enfin arrêté, Rebecca et Thomas gisaient immobiles par terre, leurs petits corps brisés et ensanglantés. Le dos de Rebecca était un amas de chair déchirée, et le bras gauche de Thomas pendait dans un angle bizarre, clairement cassé. Les 2 enfants. Ils étaient inconscients, leur respiration était faible et laborieuse. Le docteur William Fensworth, appelé de la ville, examina les enfants avec le même professionnalisme détaché qu'il aurait eu face à du bétail blessé. « Le bras du garçon est en miettes », annonça-t-il à Carrington, parlant comme si les parents n'étaient pas là. « Ça ne guérira pas bien sans des soins appropriés, et ça coûtera cher. La fille a des blessures internes. Elle pourrait s'en remettre, mais elle gardera sûrement des séquelles à vie, et elle ne pourra sans doute plus faire de travail dur. » Compromise. La réaction de Carrington montrait à quel point il était insensible. Les marchandises abîmées perdent de la valeur. Peut-être vaudrait-il mieux les vendre maintenant, avant que les blessures ne deviennent trop visibles. Parler aussi tranquillement de vendre ses enfants gravement blessés, comme s'ils étaient des produits défectueux, a fait craquer Judith. Cette nuit-là, alors qu'elle s'occupait de Rebecca et Thomas dans leur cabane, en leur appliquant des cataplasmes à base de plantes qu'Ayana lui avait appris à préparer, quelque chose de fondamental a changé en elle. La femme qui tirait fierté de faire plaisir avec sa cuisine avait disparu, remplacée par quelqu'un dont chaque souffle était dédié à une seule chose, la vengeance. Dans les semaines qui suivirent, alors que ses enfants se remettaient doucement, que le bras de Thomas guérissait de travers, limitant à jamais ses mouvements, et que Rebecca portait des marques physiques et psychologiques qui ne partiraient jamais complètement, Judith commença à élaborer un plan.
Elle observait les habitudes de la plantation avec un œil nouveau, notant quand le contremaître était bourré, où se trouvait le colonel Carrington. Il menait ses réunions d'affaires et surtout, il savait quand et comment les planteurs du coin se retrouvaient pour leurs dîners sociaux et professionnels. Choisir le poison plutôt que la violence directe, c'était à la fois pratique et plein de sens. En tant que femme et esclave, Judith n'avait pas accès aux armes, ni la possibilité d'affronter directement des hommes blancs armés. Mais elle avait accès à leur nourriture. Et surtout, elle connaissait des plantes dont aucun d'eux ne se doutait. Les plantes dont Ayanna lui avait parlé poussaient en abondance en Virginie. Les bois et son poste de chef cuisinière lui offrèrent l'occasion parfaite pour transformer un savoir mortel en repas tout aussi mortel. L'ironie ne lui échappait pas. Ces hommes qui prenaient tant de plaisir à ces plats allaient mourir par la même compétence qu'ils louaient. Les mains qui avaient préparé d'innombrables repas pour satisfaire leur appétit allaient concocter un dernier festin, bien plus nourrissant qu'un simple repas. Cette faim désespérée de justice qui rongeait son âme à chaque instant. Les mois qui suivirent ce brutal, l'agression contre ses enfants a transformé Judith Henley en une femme habitée par un but précis. Pendant qu'elle continuait ses tâches quotidiennes dans la cuisine de Willowbrook, gardant l'apparence de la cuisinière obéissante, Franklin Pierce d'Elmwood et le juge Cornelius Hale de Fairview avaient monté ce qu'ils appelaient l'Association agricole Enrico. Officiellement, cette organisation servait à partager des techniques agricoles et des infos sur le marché. En réalité, c'était un centre de coordination pour le commerce d'esclaves, les règles de punition et la répression de toute forme de résistance. Les 8 gars se relayaient pour organiser chaque mois un dîner où ils traitèrent leurs affaires les plus sensibles. Ces réunions étaient des événements somptueux pensés pour renforcer leurs liens sociaux pendant qu'ils planifiaient des activités destinées à déchirer les familles d'esclaves et à augmenter leurs profits. Ils échangeaient des infos sur les esclaves rebelles, coordonnèrent la vente des individus à problème vers les plantations du Deep South et, ce qui était encore plus inquiétant, mettaient en place des protocoles de punition collective quand une plantation rencontrait de la résistance. Judith a compris que la violente correction infligée à ses enfants n'était pas un simple acte isolé de la part d'Hartwell quand il était ivre, mais plutôt une démonstration bien réfléchie destinée à faire passer un message à toute la communauté réduite en esclavage du comté. Les 8 planteurs s'étaient mis d'accord pour répondre à la moindre rébellion, par une brutalité écrasante, histoire d'éviter une résistance organisée comme ça s'était déjà vu dans d'autres comtés de Virginie. Ces enfants avaient été choisis comme exemple, pas à cause d'une faute grave, mais parce que leur souffrance serait vue par un maximum de gens et servirait donc de moyen de dissuasion le plus efficace. Voilà. Cette révélation a renforcé la détermination de Judith, tout en lui offrant l'occasion parfaite. Les dîners mensuels rassemblaient les 8 hommes au même endroit, ce qui permettait d'éliminer tout le réseau en une seule soirée. Mais surtout, ces dîners se terminaient toujours par des desserts élaborés, mettant en valeur le talent des cuisiniers de la plantation haute. En tant que chef cuisinière de Willowbrook, Judith serait personnellement chargée de préparer les desserts. Quand ce fut au tour du colonel Carrington d'accueillir, la prochaine réunion était prévue pour le 15 septembre 1847, dans seulement 2 mois. Ça laissait à Judith le temps de peaufiner ses techniques d'extraction, de tester les doses sur des petits animaux pour s'assurer de leur létalité, et surtout, de mettre au point des recettes capables de camoufler le goût et la texture des différentes toxines qu'elle comptait utiliser. Elle a commencé par expérimenter avec des gâteaux au miel, son dessert fétiche toujours demandé lors des grandes occasions. Ce gâteau dense et sucré pouvait facilement masquer légère amertume de certains extraits de plantes, tandis que le goût prononcé du miel cachait toute saveur résiduelle des composés toxiques. Elle a mis au point une recette complexe, en superposant différents poisons dans le gâteau. De la poudre de riz mélangée à la farine, un extrait de conotine incorporé dans le glaçage au miel et des saponines de pokeweed dissoutes dans le lait utilisé pour la pâte. Les tests étaient faits avec une extrême prudence, en donnant de petites doses à des rats de plantation. Judith a découvert que la combinaison, les toxines créaient un effet synergique,
chaque composé amplifiant la toxicité des autres tout en gardant ce délai d'apparition des symptômes essentiel à son plan. Les animaux mouraient entre 6 et 12 heures après avoir mangé même une petite quantité du gâteau empoisonné, montrant des signes allant de légers troubles digestifs à de graves difficultés respiratoires, pour finir en arrêt cardiaque. À l'approche de septembre, Judith devenait de plus en plus calme, une sérénité qui inquiétait Samuel, même s'il ne comprenait pas pourquoi. Source. Elle passait des heures chaque soir assise avec Rebecca et Thomas, les tenant tout contre elle pendant qu'ils dormaient, mémorisant chaque détail de leur visage et accumulant tout l'amour dont elle aurait besoin pour tenir le coup face à ce qui allait arriver. Elle savait que son plan, s'il réussissait, finirait probablement par lui coûter la vie. Les supposés empoisonneurs n'avaient que rarement la chance de vivre assez longtemps pour un procès, et la répression contre la communauté asservie serait rapide et sans pitié. Mais à l'idée que ces enfants soient brisés, les corps, le souvenir de leurs cris, et le fait que 8 hommes continuaient à tirer profit de cette brutalité rendait n'importe quel risque personnel insignifiant. Judith avait compris que la justice demandait parfois le sacrifice ultime. Juste au moment où elle pensait avoir tout préparé, un imprévu est survenu, menaçant de faire capoter ses plans minutieusement dressés et mettant sa détermination à l'épreuve comme jamais auparavant. Ce contretemps est arrivé un mardi matin humide, début septembre, quand le colonel Carrington a annoncé que le dîner à venir allait être plus important que d'habitude. Un célèbre négociant d'esclaves de Charleston, en Caroline du Sud, nommé Robert Kilbourne, allait se joindre à la réunion pour parler d'une énorme expansion de leurs opérations commerciales entre États. En plus, un représentant d'un consortium de plantations de coton de la Nouvelle-Orléans serait là pour négocier des accords d'achat en gros, ce qui pourrait faire exploser leurs bénéfices. Pour Judith, cette nouvelle représentait à la fois une opportunité et un défi mortel. 2 autres victimes. Ça aurait renforcé l'impact de sa vengeance, mais ça voulait aussi dire que chaque détail du service du dîner serait passé au peigne fin. Kilbourne était connu pour sa paranoïa à propos de la bouffe. Les rumeurs disaient qu'il avait survécu à des tentatives d'empoisonnement de la part d'esclaves rancuniers et il voyageait toujours avec son propre goûteur, ce qui aurait pu faire capoter le plan de Judith avant même qu'il commence. Ce qui inquiétait encore plus, c'était le timing. Le colonel Carrington avait avancé la date du dîner de 3 jours au 12 septembre pour s'adapter au planning de voyage de Kilbourne. Cela laissait Judith moins de temps pour se préparer et la forçait à revoir son planning d'extraction. Elle avait laissé mûrir ses composés les plus puissants pour garantir un maximum d'efficacité. Mais là, elle allait devoir se débrouiller avec des préparations peut-être un peu moins fiables. La pression est montée d'un cran quand Sarah Whitefield, la belle-sœur du colonel Carrington et une hôtesse réputée, est arrivée de Richmond pour superviser les préparatifs du dîner. Sarah avait la réputation de vouloir tout contrôler dans l'organisation, jusque dans les moindres détails de la table, les réglages des options du menu, et sa présence dans la cuisine de Willowbrook perturbait la routine sur laquelle Judith comptait pour cacher ses activités. Mais c'est pendant une des longues critiques de Sarah sur le menu proposé que Judith a surpris une conversation qui a failli la pousser à lâcher complètement sa prudence. Sarah parlait du divertissement prévu après le dîner, qui inclurait une présentation spéciale de Kilbourne sur sa nouvelle entreprise, un programme d'élevage destiné à produire des esclaves avec des caractéristiques physiques spécifiques pour des marchés spécialisés. Robert a mis au point l'approche la plus innovante, expliqua Sarah au colonel Carrington en passant en revue le programme de la soirée. Il a repéré certaines lignées familiales qui donnent des travailleurs de terrain particulièrement costauds et d'autres qui produisent des spécimens plus décoratifs pour le service domestique. En contrôlant les schémas de reproduction, Judith devait faire ses extractions en toute discrétion, avec du matos emprunté à l'infirmerie de la plantation et bosser uniquement pendant les heures les plus sombres, quand il y avait le moins de risque de se faire choper. Pendant qu'elle préparait tout ça, Judith se mettait aussi à récolter des infos sur ses futures victimes pour connaître leurs goûts et habitudes alimentaires, histoire qu'ils mangent bien les desserts empoisonnés. Grâce à des discussions avec des esclaves d'autres plantations et à une observation attentive lors des précédentes réunions sociales,
Elle avait repéré les faiblesses de chaque homme. Le colonel Carrington raffolait des desserts au miel et en mangeait toujours plusieurs parts quand ses préférés étaient servis. Le major Brewster avait une véritable addiction au sucré et n'hésitait pas à demander des seconds et troisièmes parts de gâteaux particulièrement appétissants. Le capitaine Dalton, qui était diabétique, évitait généralement les sucreries, mais faisait des exceptions pour les grandes occasions, quand la pression du groupe exigeait de participer. Ces infos ont permis à Judith de concocter sa recette, avec différentes doses de toxines, histoire que même une petite prise soit mortelle. Le stress de garder une vie normale tout en préparant un massacre commençait à peser lourd sur son moral. Elle se mettait à scruter les visages des Blancs de la plantation avec une intensité nouvelle, se demandant qui allait s'en sortir vivant et qui allait souffrir dans la suite. Représailles inévitables. Samuel remarqua qu'elle était de plus en plus agitée et essaya à plusieurs reprises de découvrir ce qui tracassait sa femme. Mais Judith savait que parler de ses plans ne ferait que le mettre en danger et risquerait de compromettre sa mission. Le sommeil devenait de plus en plus rare à l'approche du jour fatidique. Quand Judith parvenait enfin à s'endormir, ses rêves étaient hantés par des images de la torture de ses enfants, mêlés à des fantasmes où elle voyait les propriétaires de la plantation se tordre de douleur sous l'effet des poisons. Elle se réveillait en sueur froide, le cœur battant, sans savoir quoi penser. Qu'elle ressente de l'anticipation ou de la terreur, c'était dur à dire. 3 jours avant le dîner, Marcus a rapporté une mauvaise nouvelle venue du réseau informel de communication entre esclaves qui circulait dans tout le comté de Henriot. Des rumeurs disaient qu'il se passait des trucs bizarres chez les propriétaires de plantations. Plus de patrouilles, des restrictions pour les esclaves qui voulaient bouger et des réunions privées sans leurs habituels contacts. Certains pensaient qu'une grosse répression contre les résistances se préparait, peut-être même avec des ventes massives vers le Deep South, des plantations de coton où les conditions étaient connues pour être atroces. Ces infos laissaient penser que le moment pour Judith d'agir se faisait de plus en plus rare. Si elle ne passait pas à l'action le 12 septembre, l'occasion pourrait ne jamais se représenter, et les 8 hommes qui avaient brutalement maltraité ses enfants continueraient leur destruction systématique des familles d'esclaves dans toute la région. Portèrent non seulement son propre désir de vengeance, mais aussi les espoirs de centaines d'autres victimes, ajoutaient encore plus de pression à ce qu'elle vivait déjà de lourds points charges. Le matin du 10 septembre, juste 2 jours avant ce dîner fatidique, Judith a reçu ses dernières consignes et a fait la paix avec l'idée qu'elle se préparait probablement à sa propre mort, ainsi qu'à celle de ses ennemis. Ce soir-là, elle a passé un peu plus de temps avec Rebecca et Thomas, leur lisant des histoires et chantant les berceuses que sa mère lui avait apprises, emmagasinant des souvenirs qui allaient devoir la soutenir quoi qu'il arrive. Mais à l'aube du 11 septembre, un visiteur inattendu est arrivé. Arrivé à Willowbrook, Judith allait devoir faire face à la possibilité que ses plans bien ficelés ne se déroulent pas comme elle l'avait imaginé, et que la frontière entre justice et meurtre soit plus compliquée que ce que son cœur blessé voulait bien admettre. Le visiteur inattendu était le docteur Ezra Langford, un médecin de Richmond dont la réputation pour soigner aussi bien les esclaves que les libres lui avait valu une place particulière dans la société de Virginie. Contrairement à la plupart des médecins blancs qui voyaient les esclaves comme propriétés nécessitant peu d'entretien, le docteur Langford avait étudié à Édimbourg et apporté des idées européennes sur la santé publique qui insistaient sur le lien entre le bien-être de la communauté, peu importe le statut social. L'arrivée du docteur Langford à Willowbrook était censée être pour examiner plusieurs esclaves qui montraient des symptômes de ce que le colonel Carrington appelait une fièvre estivale. Mais son vrai but est devenu clair quand il a demandé à parler en privé avec Judith à propos de ses connaissances en plantes médicinales. La rumeur de ses compétences en la préparation de remèdes avait circulé jusqu'à Richmond grâce aux réseaux informels qui reliaient les praticiens médicaux de Virginie. « J'ai entendu dire que tu t'y connais pas mal en plantes du coin », dit le docteur Langford en marchant dans le jardin potager derrière la maison principale. « J'espère que tu pourras m'aider à identifier quelques spécimens que j'ai ramassés pour mes recherches médicinales. » En ouvrant sa sacoche en cuir, le cœur de Judith manqua un battement.
Parmi les plantes soigneusement pressées se trouvaient des échantillons point de la capuche des moines, du pokeweed et, plus inquiétante encore, des graines de ricin, précisément les plantes qu'elle utilisait pour ses poisons. Les yeux gris perçants du docteur scrutaient son visage attentivement pendant qu'il montrait chaque plante, guettant clairement une réaction qui trahirait une connaissance. Ces espèces ont été trouvées près de plusieurs plantations où des morts suspectes se sont produites récemment. Le docteur Langford poursuivit, sa voix restant neutre et professionnelle. Mais ces mots laissaient transparaître une évidente implication. J'essaie de voir si des toxines naturelles pourraient être à l'origine de symptômes qu'on a mis sur le compte de différentes maladies. La conversation, c'était un test bien monté, et Judith s'est rendue compte que ses actions n'étaient pas passées inaperçues comme elle le pensait. Quelqu'un, peut-être plusieurs personnes, avait remarqué ses expéditions botaniques, ou fait le lien entre les endroits où elle allait et ses déplacements. La présence du docteur Langford laissait penser que les autorités étaient déjà sur le coup. D'activité d'empoisonnement, même s'ils ne l'avaient pas encore reconnue comme la coupable. En se battant pour garder son calme, Judith admit connaître les plantes pour leurs vertus médicinales, tout en évitant soigneusement de parler de leur potentiel toxique. Elle expliqua les usages traditionnels pour soigner des petits bobos, racontant comment son savoir avait été transmis de génération en génération par des guérisseurs esclaves qui avaient appris à compenser les soins médicaux insuffisants avec des remèdes maison. Le docteur Langford écoutait attentivement, de temps en temps. Elle prenait des notes dans un petit carnet en cuir. Quand elle eut fini, il referma la sacoche et la regarda avec un mélange de curiosité professionnelle et de vraie inquiétude. « Mademoiselle Judith ?» dit-il doucement pour que personne n'entende leur conversation. « Je veux que vous compreniez que mon enquête vise à éviter... » Sa cible, c'était le vieux Moses, un ouvrier des champs dont les mains arthritiques ralentissaient la cueillette du coton ces dernières semaines. La leçon de Hartwell a été de l'attacher à un arbre et de le fouetter avec une telle violence que les cris du vieil homme se faisaient entendre dans tout le quartier des esclaves. Judith, qui regardait depuis la fenêtre de sa cabane, voyait ses voisins se recroqueviller chez eux, trop effrayés pour intervenir ou même simplement réagir. La violence qui se passait à quelques mètres à peine. La terreur systématique qui maintenait toute une communauté dans une peur constante a renforcé sa détermination et balayé les derniers doutes sur sa mission. Ces gens avaient besoin de quelqu'un prêt à prendre les risques ultimes pour les protéger, et les circonstances l'avaient mise dans une position unique pour agir. La nuit du 11 septembre a été consacrée aux préparatifs finaux, qui demandaient une précision absolue et un sang-froid d'acier. Travaillant à la lumière d'une bougie, dans le coin le plus sombre de la cuisine, Judith mélangeait. Elle avait incorporé ces divers composés toxiques dans la pâte du gâteau au miel, qui servirait de vecteur pour sa vengeance. La recette avait été peaufinée après des semaines de tests, chaque ingrédient étant dosé au milligramme près pour garantir une dose mortelle tout en gardant un aspect et un goût qui inciteraient à le manger. La base du gâteau contenait de la poudre de ricine mélangée directement à la farine, assurant que chaque bouchée renfermait une dose fatale. Le glaçage au miel, lui, intégrait un extrait concentré d'aconitine qui serait absorbé par la bouche et la muqueuse de l'estomac, provoquait une insuffisance respiratoire en quelques heures. Enfin, le glaçage décoratif contenait des saponines dissoutes de pokéide qui attaquaient le système cardiovasculaire tout en imitant les symptômes d'une maladie cardiaque, une cause fréquente de décès chez les hommes riches de cette époque. À l'aube du 12 septembre, Judith avait fini ses préparatifs et entamait la routine habituelle de préparation du repas pour le dîner du soir. Pour les observateurs extérieurs, elle semblait calme et concentrée. Une cuisinière professionnelle accomplie. Elle se préparait pour une soirée importante. Seul un léger tremblement dans ses mains, quand elle pensait que personne ne regardait, trahissait la pression énorme qu'elle subissait. Les autres esclaves dans la cuisine avaient remarqué son attention inhabituelle aux détails en préparant les gâteaux au miel. Mais ils pensaient juste que c'était à cause de l'importance des invités ce soir-là. Pas parce qu'il y avait quelque chose de louche. Judith avait passé des mois à adopter des comportements normaux pour ne pas éveiller les soupçons.
et sa réputation de perfectionniste lui servait de couverture. L'attention incroyable qu'elle portait à ce dessert en particulier. En début d'après-midi, la maison principale s'animait avec les préparatifs. Le personnel du colonel Carrington disposait les meubles, faisait briller l'argenterie et préparait les chambres pour les invités qui allaient y passer la nuit. Les 8 propriétaires de plantations commençaient à arriver en fin d'après-midi, leurs carrosses soulevant des nuages de poussière en remontant l'allée circulaire jusqu'à l'imposante entrée principale de Willowbrook. Depuis la fenêtre de la cuisine, Judith regardait chaque homme arriver, dans ses pensées. Elle repassait en tête ce qu'elle savait de leurs rôles respectifs dans le maintien du système qui avait brisé le corps de ses enfants et de tant d'autres familles dans la région. Ce soir, elle allait leur servir le dessert le plus exquis qu'ils aient jamais goûté, et ce serait le dernier repas qu'ils prendraient. Alors que les ombres du soir s'allongeaient sur les pelouses impeccables de Willowbrook, Judith apportait les dernières retouches à ses gâteaux au miel. Prête à servir la justice sur un plateau d'argent, consciente qu'à l'aube, sa mission serait soit complète, ou elle serait morte. Mais dans les 2 cas, c'était mieux que de laisser ces hommes continuer leur règne de terreur sans opposition. La soirée du 12 septembre 1847 commença avec tout le faste pour lequel les réceptions du colonel Carrington étaient célèbres dans tout le comté de Henriot. Des lustres en cristal diffusaient une lumière chaleureuse sur des tables en acajou couvertes de la plus belle porcelaine, tandis que le bruit des conversations raffinées et des verres qui s'entrechoquent remplissait l'air. Les 8 propriétaires de plantations, habillés de leurs plus beaux vêtements du soir, ils traversaient le salon chic de Willowbrook avec l'assurance de gars qui n'avaient jamais remis en question leur pouvoir total sur la vie des autres. Judith regardait la scène depuis sa place, en surveillant le personnel de cuisine, le cœur battant à la fois d'impatience et de peur, en voyant ces hommes dont la brutalité avait détruit son monde, maintenant en train de rigoler et de socialiser comme s'ils étaient les piliers d'une société civilisée. Le colonel Carrington jouait parfaitement son rôle d'hôte, divertissant ses invités avec des histoires de vente d'esclaves réussies récemment, pendant que le major Brewster parlait des nouvelles méthodes de punition qu'il avait mises en place à la plantation Riverside. Pendant l'apéritif, la conversation tournait autour des affaires, des récoltes, des prix du marché, et ce qui était le plus inquiétant, leur projet d'étendre le commerce d'esclaves à de nouveaux territoires. Le capitaine Dalton venait de revenir du Mississippi, où il avait vu des plantations de coton qui l'avaient impressionné par leur efficacité à gérer de grandes populations d'esclaves. Ces descriptions, des conditions de travail brutales et des séparations systématiques des familles suscitaient plus de curiosité enthousiaste que d'horreur. L'odeur sucrée qui remplissait la cuisine masquait les composés inodores qui allaient mettre fin à 8 vies avant l'aube. Elle avait préparé un gâteau individuel pour chaque invité, s'assurant que la taille des parts délivrerait une dose mortelle à chacun. Les habitudes alimentaires de chacun. Les desserts étaient disposés sur les plus belles plateaux en argent de Willowbrook, entourés de garnitures décoratives qui les rendaient encore plus irrésistibles. Pour n'importe quel regard, c'était le summum de l'art culinaire. Beau, élégant et franchement délicieux. Quand le colonel Carrington a appelé pour le service des desserts, Judith a porté elle-même le premier plateau dans la salle à manger, le cœur battant à tout rompre en s'approchant de la table où se trouvaient les bourreaux de ses enfants. Assis tranquillement en train de discuter, les hommes levèrent les yeux avec impatience quand elle apporta les gâteaux, leur visage trahissant l'admiration que ses talents culinaires avaient toujours suscité. « Messieurs !» annonça le colonel Carrington avec fierté évidente, « vous allez goûter au célèbre gâteau au miel de Judith, préparé spécialement pour ce soir avec son mélange secret de miel de fleurs sauvages de Virginie et d'herbes cueillies dans nos propres bois. » L'ironie de ces paroles, qui louait justement les ingrédients qui allaient le tuer, cela fit sourire Judith, tandis qu'elle distribuait les desserts un par un avec une précision presque cérémoniale. Chaque homme recevait sa part accompagnée de compliments sur l'aspect et le parfum, plusieurs exprimant leur impatience de goûter sa création légendaire. Le docteur Franklin Pierce, le médecin du groupe, examina son gâteau avec un intérêt particulier. « La présentation est superbe, Judith.
Le glaçage a une couleur vraiment profonde. Qu'est-ce qui lui donne cet aspect si particulier? Du miel sauvage, monsieur, répondit Judith, la voix calme malgré elle, poule qui s'emballe. Récolté par des abeilles qui butinent les fleurs sauvages de Virginie. Ça donne des saveurs qu'on ne retrouve pas dans le miel industriel. Cette explication a calmé la curiosité de Pierce, qui a levé sa fourchette avec la même impatience que ses compagnons. Autour de la table, 8 fourchettes se sont abattues sur 8 œuvres d'art mortel, chaque bouchée calculée pour rendre justice à des crimes que jamais aucun tribunal ne poursuivrait. Le major Brewster a été le premier à goûter son gâteau, les yeux fermés. Il savourait les saveurs complexes qui envahissaient sa bouche. « Extraordinaire !» murmura-t-il. « Ça doit être le meilleur dessert que j'ai jamais goûté. » Un à un, les autres hommes commencèrent à manger, leur visage trahissant un vrai plaisir en dégustant ces douceurs toxiques. Le juge Hale engloutit sa part en quelques minutes, réclamant une seconde portion que Judith lui servit volontiers, puisée dans les gâteaux supplémentaires qu'elle avait préparés. Le capitaine Dalton, malgré ses restrictions alimentaires habituelles, laissa tomber ses précautions et se régala. Plusieurs bouchées, louant la qualité exceptionnelle du dessert. Robert Kilbourne s'est montré le consommateur le plus enthousiaste, finissant vite son gâteau et lançant Judith dans une conversation détaillée sur ses techniques et ses ingrédients. Ses questions étaient précises et techniques, montrant un véritable intérêt pour l'art culinaire, ce qui semblait étonnant vu son métier brutal. Mais même s'il vantait ses talents, ses allusions désinvoltes à ses récents achats d'esclaves rappelaient à Judith la souffrance qu'il avait causée à tant de familles. La phase de consommation a duré près de 30 minutes, pendant lesquelles chaque invité a enchaîné les parts de desserts empoisonnés. Judith est restée pro tout du long, acceptant les compliments avec grâce, tout en calculant mentalement la dose de poison ingérée par chacun. Selon ses estimations, même les plus légers avaient avalé assez de toxines pour être morts dans quelques heures. Quand la soirée s'est déplacée au salon pour le brandy et les cigares, Judith est retournée en cuisine pour commencer à ranger, en surveillant discrètement l'heure. Les différents poisons qu'elle avait utilisés agissaient à des rythmes variés, mais tous deviendraient actifs dans les prochaines heures. Le rien commencerait à perturber le fonctionnement des cellules immédiatement, même si les symptômes pourraient mettre un certain temps à apparaître. La conotine ciblerait le système nerveux plus rapidement, provoquant potentiellement les premiers signes visibles de malaise dans l'heure ou les 2 qui suivaient. Le premier signe que son plan fonctionnait survint environ 90 minutes après le dessert, quand elle entendit un bruit inhabituel venant du salon. En jetant un coup d'œil par la porte de service, elle a vu le juge Hale tout plié dans sa chaise, le visage pâle et en sueur, se plaignant de nausées soudaines et de vertige. Le docteur Pierce, qui se trouvait là par hasard pour donner un coup de main, a attribué ça à un excès et a conseillé de se reposer. Mais quelques minutes plus tard, d'autres invités ont commencé à avoir les mêmes symptômes. Le major Brewster s'est excusé pour aller vomir violemment dans le jardin, pendant que le capitaine Dalton se plaignait de violents crampes. C'est ça de ses poignes, au ventre qui l'empêchait même de tenir debout. L'ambiance s'est vite dégradée à mesure que de plus en plus d'hommes sombraient dans une détresse de plus en plus intense. Grâce à sa formation médicale, le docteur Pierce a compris que les symptômes étaient trop similaires et graves pour être une simple intoxication alimentaire. « Il y a un gros problème ici », a-t-il lancé, sa voix commençant à devenir pâteuse à cause des toxines qui attaquaient son système nerveux. Ces symptômes ressemblent à un empoisonnement systématique. Cette accusation a secoué les derniers invités encore conscients, mais à ce moment-là, il était déjà trop tard pour des contre-mesures efficaces. La combinaison de toxines que Judith avait utilisée créait un effet synergique qui submergeait les défenses naturelles du corps, tout en provoquant des symptômes qui évoluaient trop vite pour une intervention médicale. Même si des antidotes avaient été disponibles, les doses ingérées dépassaient largement les niveaux survivables. Le colonel Carrington, malgré son propre malaise grandissant, réussit à appeler la sécurité de la plantation et ordonna que tous les travailleurs esclaves soient retenus pour interrogatoire. Mais ces ordres sortirent comme des marmonnements incohérents tandis que l'aconite
attaquait son système nerveux, provoquant une paralysie musculaire qui finirait par lui couper la respiration. La scène dans le salon chic de Willowbrook est passée d'une réunion sociale tranquille à un cauchemar de souffrance humaine. 8 des hommes les plus puissants de Virginie mouraient dans d'atroces douleurs, leur corps secoué par les mêmes toxines qui poussaient à l'état sauvage dans les forêts autour de leurs plantations. Cette justice poétique n'échappait pas à Judith, qui regardait depuis la cuisine, voyant les bourreaux de ses enfants, ressentir l'impuissance et la douleur qu'ils avaient infligées à tant d'autres. Robert Kilbourne, dont la paranoïa autour de l'empoisonnement était devenue légendaire, a tenu le plus longtemps grâce à son habitude de manger en petites quantités et à son corps déjà habitué à divers poisons. Mais même ses instincts de survie n'ont pas pu vaincre les doses mortelles que Judith avait préparées. Ses derniers mots, soufflés alors que la suffocation s'installait, étaient une confession murmurée des centaines de familles qu'il avait détruites à cause de lui. Les opérations de trafic d'esclaves. À l'aube du 13 septembre, 8 corps gisaient dans le salon de Willowbrook, leurs visages figés dans des expressions de choc et de souffrance, témoins de la justice enfin rendue pour leurs innombrables crimes. Judith avait obtenu sa vengeance, mais elle savait que la partie la plus dangereuse de son plan restait à venir, survivre à l'enquête qui allait inévitablement suivre. La découverte des 8 propriétaires de plantations morts dans le salon de Willowbrook a fait l'effet d'une bombe en Virginie. Ce bruit a résonné jusque Richmond et Washington. À midi, le 13 septembre, le shérif du comté de Henrico, la milice d'État et des enquêteurs fédéraux débarquaient à la plantation, transformant ce domaine élégant en scène de crime, entouré d'hommes armés bien décidés à retrouver les coupables de ce que les journaux allaient plus tard appeler l'acte de rébellion d'esclaves le plus audacieux de l'histoire de la Virginie. L'enquête initiale s'est déroulée exactement comme Judith l'avait prévu. Les soupçons se sont tout de suite portés sur les esclaves. La population, avec les autorités qui partèrent du principe qu'un empoisonnement aussi coordonné ne pouvait venir que d'un complot à grande échelle. Le chef de Carrington, James Hartwell, qui n'était pas là pendant le dîner à cause de sa cuite, est devenu le principal enquêteur. Sa colère face à la mort de son patron le rendait encore plus féroce que d'habitude. Hartwell utilisait des méthodes d'interrogatoire basées sur la torture systématique pour arracher des aveux à quiconque pourrait avoir un lien. N'avait pas accès à la cuisine, ni aucune idée du menu du soir. Judith regardait, horrifiée, des gens innocents se faire tabasser, presque se noyer, et subir d'autres formes de brutalité que les autorités justifiaient comme des mesures nécessaires pour résoudre un crime aussi odieux. L'ironie que l'enquête soit menée par le même genre de type qui venait d'être éliminé ne lui échappait pas. Mais ça ne lui apportait que peu de réconfort, en voyant la souffrance de sa communauté. L'arrivée du docteur Ezra Langford le 2e jour. L'enquête a adopté une approche plus scientifique pour déterminer la cause du décès. Son examen des corps a révélé des symptômes compatibles avec plusieurs toxines d'origine végétale, confirmant ses soupçons initiaux de poison dans la région. Cependant, ses tentatives pour mener une investigation méthodique ont été freinées par les méthodes violentes d'interrogatoire de Hardwell et la pression politique pour identifier et punir rapidement les coupables. La percée dans l'enquête est venue d'une source inattendue, Sarah. Whitefield, la belle-sœur du colonel Carrington, avait remarqué que Judith préparait les gâteaux au miel avec un soin inhabituel. Son témoignage sur le comportement de la cuisinière le jour du dîner, ajouté à l'analyse botanique du docteur Langford sur des plantes toxiques trouvées dans les bois alentours, a directement orienté les soupçons vers Judith. Quand les autorités ont fouillé sa cabane le 16 septembre, elles ont découvert des preuves soigneusement cachées qui confirmaient leurs doutes. Cachées à l'intérieur de... Les murs étaient couverts de plantes séchées, de matériel d'extraction, et ce qui était le plus compromettant, un journal détaillé décrivant sa méthode de préparation du poison et ses plans de vengeance. Ce journal, écrit dans un mélange d'anglais et de symboles qu'Ayanna lui avait appris, constituait une confession complète de ses actes et de ses motivations. Le contenu du journal dévoilait non seulement les aspects techniques de son plan d'empoisonnement,
mais aussi le parcours émotionnel qui l'avait poussée à agir de manière aussi désespérée. Page après page, elle a raconté le traitement brutal réservé à ses enfants, la déshumanisation systématique imposée par les propriétaires de la plantation et sa conviction grandissante que seule leur mort pouvait empêcher la poursuite des atrocités envers la communauté asservie. Un passage écrit quelques jours avant ce dîner fatal montre bien la force de sa détermination. Ils nous traitent comme des bêtes, nous voient comme des biens, et détruisent nos familles pour leur profit. Ce soir, je leur rends la justice qu'aucun tribunal ne donnera jamais. Si ça doit me coûter la vie, qu'on sache que je suis morte en essayant. Protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. La découverte du journal a levé tous les doutes sur la culpabilité de Judith. Mais ça a aussi compliqué la tâche des autorités qui essayaient de gérer les répercussions politiques de l'affaire. Les détails sur les abus subis par les familles asservies rendaient difficile de présenter l'empoisonnement comme un acte de violence gratuit. Certains enquêteurs se sont retrouvés mal à l'aise face à des preuves de brutalité systématique qui remettaient tout en question, leurs suppositions sur la légitimité morale du système des plantations. Le rapport médical du docteur Langford, remis aux autorités de l'État le 20 septembre, confirmait techniquement les méthodes de Judith tout en glissant des remarques qui critiquaient subtilement les conditions qui l'avaient poussé à agir de façon aussi extrême. Sa description des blessures des enfants, basée sur son examen de Rebecca et Thomas, a créé un dossier officiel sur la violence qui avait déclenché toute cette série d'événements. Le procès tenu à Richmond, à cause de la notoriété de l'affaire, est devenu un véritable buzz qui a attiré des observateurs de tout le Sud. L'avocat de la défense de Judith, nommé par le tribunal mais plutôt sensible aux causes abolitionnistes, a essayé de faire valoir que les abus systématiques qu'elle avait notés dans son journal devaient être pris en compte comme circonstances atténuantes pour le jugement. Mais la loi de Virginie ne reconnaissait pas les témoignages d'esclaves contre des Blancs, ce qui rendait impossible de présenter une grande partie des preuves qui auraient pu expliquer ses motivations. Le procureur, porté par l'avocat pénaliste le plus expérimenté de l'État, a mis en avant le caractère prémédité de l'empoisonnement et la menace que ça représentait pour l'ordre social dans tout le Sud. Ils ont soutenu que réduire la peine encouragerait d'autres actes de rébellion et pourrait déclencher une révolte d'esclaves à grande échelle. L'affaire est vite devenue un symbole des débats plus larges sur l'esclavage, la résistance et le maintien de la suprématie blanche. Point, structure sociale. Le témoignage de Judith, livré avec un calme et une dignité qui ont impressionné même les observateurs hostiles, a offert les moments les plus marquants du procès. S'adressant directement au jury, elle a expliqué ses actes sans exprimer de regret, décrivant la brutalité systématique qui l'avait poussée à chercher justice par le poison, faute de recours légaux pour les esclaves. « Je ne regrette pas que ces hommes soient morts », a-t-elle dit clairement. « Je regrette que leur mort cause de la souffrance à des innocents dans ma communauté, mais je ne pouvais pas continuer à vivre en sachant qu'ils allaient torturer et tuer d'autres enfants pendant que je restais là sans rien faire pour les arrêter. » Le jury a délibéré moins de 2 heures avant de rendre un verdict de culpabilité sur toutes les charges. La sentence, la peine de mort par pendaison, n'a surpris personne, mais les commentaires du juge lors du prononcé de la sentence ont révélé toute la complexité des émotions que cette affaire avait suscitées. Tout en condamnant les actes de Judith comme des crimes impardonnables contre l'ordre social, il a aussi reconnu les circonstances malheureuses qui avaient, cela a contribué à son désespoir. Judith a été exécutée le 15 novembre 1847 devant une foule d'environ 2000 personnes venues assister à ce que les journaux appelaient le dernier acte du crime le plus choquant de Virginie. Ces derniers mots, prononcés depuis la potence avec un calme remarquable, sont devenus légendaires dans toute la communauté réduite en esclavage. Mes enfants grandiront en sachant que leur mère a choisi la mort plutôt que de se soumettre au mal. Les répercussions de cette affaire ont dépassé de loin l'exécution de Judith. La mort de 8 grands propriétaires de plantations. Les propriétaires ont créé un vide de pouvoir qui a mis des années à se combler, pendant lesquelles de nombreuses familles d'esclaves ont été traitées un peu moins durement,
le temps que les nouveaux surveillants et propriétaires imposent leur autorité. Plus important encore, la documentation détaillée des brutalités sur la plantation, révélée lors du procès, a donné du poids aux militants abolitionnistes qui se sont servis de l'histoire de Judith pour dénoncer la légitimité morale de l'esclavage. La mort des propriétaires a aussi perturbé leur réseau de commerce d'esclaves, au moins temporairement, réduisant le commerce inter-États qui séparait chaque année des milliers de familles. Même si de nouveaux commerçants ont fini par prendre la relève, cette interruption a offert un répit à beaucoup qui, autrement, auraient été vendus aux plantations de coton du Deep South durant cette période. Le journal de Judith, saisi comme preuve pendant le procès, avait été supposé détruit avec d'autres documents du dossier. Pourtant, en 1994, des travaux de rénovation à l'ancien palais de justice du comté de Henriot ont mis au jour une cachette de documents historiques qui avaient été scellés derrière un faux mur. Parmi ces papiers se trouvait le journal complet de Judith, offrant aux historiens un aperçu inédit des pensées et des méthodes d'une des empoisonneuses les plus méthodiques d'Amérique. La redécouverte de ce journal a ravivé l'intérêt pour l'affaire et a conduit à la réexamination d'autres morts mystérieuses dans la Virginie d'avant la guerre. Les chercheurs ont identifié plusieurs cas similaires où des cuisiniers esclaves avaient été suspectés d'avoir empoisonné leur maître, suggérant que les actes de Judith pourraient. Cela faisait partie d'un schéma plus large de résistance, souvent passé sous silence dans les archives historiques. Rebecca et Thomas Henley ont survécu à leur traumatisme d'enfance et ont fini par être vendus à différentes plantations, mais ils ont tous les deux vécu pour voir l'émancipation en 1865. Les descendants de Rebecca, interrogés par des historiens dans les années 1930, ont transmis des traditions orales sur leur ancêtre qui confirmaient beaucoup de détails trouvés dans le journal. Ils parlaient de Judith non pas comme d'une criminelle, mais comme d'une héroïne qui avait sacrifié sa vie pour protéger les siens. D'autres victimes d'une cruauté indescriptible. La plantation Willowbrook elle-même a été abandonnée moins de 10 ans après l'empoisonnement, les nouveaux propriétaires ne parvenant pas à faire tourner l'affaire à cause des rumeurs persistantes disant que la propriété était maudite. La maison principale est peu à peu tombée en ruine et, à la fin du 19e siècle, il ne restait plus que les fondations visibles au milieu de la forêt qui envahissait les lieux. Aujourd'hui, l'endroit où 8 propriétaires de la plantation sont morts d'un poison habilement préparé est marqué seulement par des relevés historiques qui indiquent l'emplacement 1, domaine important du 19e siècle. La vraie histoire de ce qui s'est passé là-bas reste enfouie dans les archives et les souvenirs de famille. Ça nous rappelle que certains types de justice se jouent en dehors des lois et des conventions sociales. Ce mystère nous montre que les compétences les plus ordinaires, comme un talent pour la cuisine, peuvent devenir des outils de justice extraordinaires quand elles sont utilisées par quelqu'un poussé à bout. L'histoire de Judith Henley nous pousse à réfléchir aux choix moraux complexes. Que font les gens quand la justice officielle ne marche pas? Protéger les innocents. Et quand l'oppression systématique ne laisse d'autre choix que des actions désespérées. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Tu crois que ce que Judith a fait était justifié par ce qu'elle a vécu? Laisse ton avis en commentaire et partage tes réflexions sur cet acte de résistance hors du commun. Si cette histoire t'a plu et que tu veux en découvrir d'autres sur l'histoire cachée des États-Unis, abonne-toi à notre chaîne, active la cloche de notification et partage cette vidéo avec quelqu'un qui aime comprendre la complexité de la justice historique. À plus! À la prochaine vidéo, où on va plonger dans un autre chapitre sombre de l'histoire des États-Unis qui pose des questions sur le prix à payer pour survivre dans un monde injuste.